Écoutez, je vais commencer par cette citation. Oui, c'est bon? OK. Yves Citon et Emmanuel Aloha ouvrent ainsi le numéro 73 de la revue Multitude, Paris à l'hiver 2018, excusez-moi, il y a 5 ans. L'idéal de transparence semble s'imposer à tous les esprits comme une évidence. La transparence s'est imposée comme une valeur largement consensuelle, associée confusément à tous les progrès. Les bureaux open space, les émissions de télé-réalité, l'architecture de verre des grandes multinationales, les châssis transparents des ordinateurs de bureau, les confessions en ligne, les cuisines ouvertes où l'on prépare les plats devant le client, de nombreux symptômes convergents pointent aujourd'hui vers le fait que la transparence est bien l'obsession de notre temps. Plus qu'obsédante, la transparence serait, d'après donc les auteurs de ce numéro, serait tyrannique. C'est d'ailleurs le titre de ce numéro qui ne laisse aucune équivoque. Le titre est Tyrannie au pluriel de la transparence. La transparence, au sens où l'emploient ces auteurs, issus d'une dizaine de disciplines de sciences humaines et des humanités numériques, correspond en gros à ce qu'en disent les penseurs et penseuses de la médiation. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, et qui s'inscrit donc dans cette triade, la composée de la transparence, de l'opacité et de l'immédiateté. Je dois dire que c'est ce dossier sur les tyrannies de la transparence, donc, piloté par Citon et Aloha, me laisse songeur. En fait, j'ai été, le mot que j'emploierais, c'est déçu. Déçu que ces observateurs si sensibles de notre monde, que sont en particulier Citon et Aloha, donnent ainsi dans l'alarmisme ambiant. Citon a déjà participé à nos travaux, c'est du groupe Arcane, et nous l'avons invité à ce colloque où on aurait pu avoir donc un débat, mais ce n'était pas possible cette fois-ci. J'espère que ce le sera ultérieurement. Il me semble en effet que plutôt que de perpétuer des systèmes d'opposition binaire entre, dans ce cas-ci, la transparence et l'opacité, nous devrions focaliser notre attention sur la sophistication grandissante et le haut degré de complexité qui caractérise les médiations que nous vivons à présent et qui n'ont pas de précédent historique. Dans cette conjoncture, des concepts tels que transparence et opacité ne sont pas inopérants. Ils ne sont pas à jeter aux orties, comme le suggère Alexander Galloway ou même Richard Grusin lui-même, le co-auteur de Remediation, mais à mobiliser avec une grande prudence et selon une autre dynamique où, loin de s'opposer l'une à l'autre, elles s'entremêlent, s'appuient l'une sur l'autre, s'associent, se dissocient. Parallèlement, il m'apparaît nécessaire d'élargir la focale proposée par les auteurs de ce numéro de Multitude, prendre en compte aussi donc le rôle des agentivités. Donc, ne pas en rester à cette figure d'un usager ou d'une usagère passive et sans vécu. Irving Goffman dirait, avec, je cite, un jeu JE fantomatique, caractérisé donc par un jeu fantomatique et sans identité propre. Fin de la citation. Je me situe donc plutôt dans le camp des spécialistes de la médiation qui se montrent généralement assez critiques à l'égard de cette image d'une transparence triomphante que projette ici et que déplorent Citon et Aloha. Si le règne de la transparence, si le régime de la transparence semble en effet dominer ces temps-ci, l'opacité n'est pas près de disparaître pour autant. Aloha Citon et Aloha, pour Citon et Aloha, la transparence, je cite, occulte l'immense appareil logistique de médiation nécessaire à produire cette visibilité à vocation intégrale. Fin de la citation. Je compléterai en affirmant qu'elle est elle-même, la transparence, l'un des éléments de cet appareil logistique. Elle n'est pas un processus externe et tout-puissant qui le surplombe et le manipule. Et c'est précisément sur un tel appareil logistique de médiation que porte ma communication. Il s'agit d'une installation interactive qui m'a permis de vivre une expérience immersive
particulièrement marquante en avril 2017. Je visitais alors ce que la publicité qualifie encore de grotte, je cite, de grotte ornée la plus visitée du monde, la grotte de Lascaux en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Plus précisément, ce que j'ai visité était une réplique. Ce que j'ai visité était une réplique réputée parfaitement fidèle à la grotte de Lascaux. Il s'agit de Lascaux 4, Centre international de l'art pariétal. J'avais prévu retourner à Lascaux et en Dordogne, où il y a, nous dit-on, la plus forte concentration de grottes ornées au monde, mais la pandémie m'en a empêché, donc j'envisage d'y effectuer un séjour d'études plus long au printemps 2025 pour vérifier, approfondir, rectifier ou abandonner certaines pistes que j'ouvre ici. C'est à la fois en tant qu'intermédialiste, centré sur des questions de médiation, et de théoricien du théâtre, sensible aux effets du jeu, de la mise en scène et aux constructions dramaturgiques, que j'ai vécu Lascaux 4 avec en arrière-pensée ce qui est au cœur de ce colloque, la tromperie. Il n'existe pas de définition simple de la tromperie, pas plus qu'il n'y en a du mensonge et de la vérité, malgré des siècles de réflexion philosophique sur le sujet. Et il est clair que, entre d'une part, les raccourcis manichéens dans les médias, dont les médias se font souvent l'écho, et là, ça vient de, c'est lundi, c'est l'image donc de Sam Altman, voyez-vous, qui hésite entre deux les raccourcis manichéens dont les médias se font souvent l'écho, qui opposent l'innocent trompé au méchant trompeur. Et par ailleurs, excusez-moi, et par ailleurs, une réalité beaucoup plus. Donc, entre ce manichéisme-là, qui n'aide rien à comprendre les médiations les plus sophistiquées, et d'autre part, le relativisme postmoderne contre lequel s'élèvent aujourd'hui les nouveaux réalistes, dont a parlé Martin hier. Donc, entre les deux, il y a une réalité complexe, tout en nuances, dont Lascaux 4 offre un exemple riche en enseignements. Je me concentrerai ici sur deux aspects particuliers de l'expérience immersive de Lascaux 4. Premièrement, il s'agit d'une exposition muséale et d'un dispositif muséal, donc rendu possible par les technologies numériques. Et deuxièmement, la conception de ce dispositif est fondée sur la participation active du public, ce qui nécessite d'élargir ou de penser autrement les agentivités qui assurent l'efficace des stratégies de tromperie, en particulier ici celle des visiteurs, dont la démarche est au départ, comme on s'en doute, volontaire. Donc, avant d'aborder ces questions, je voudrais préciser un peu ce qu'est Lascaux 4. Je commencerai donc par rappeler que la grotte de Lascaux date est la plus grande, n'est pas la plus, ni la plus grande ni la plus ancienne des grottes ornées de la préhistoire. Ces dessins et peintures ont été réalisés il y a environ 20 000 ans. On a trouvé d'autres grottes 3 fois ou 4 fois plus vieilles qu'elles, en particulier en Afrique. Mais c'est sans doute la plus spectaculaire des grottes connues. Elle est qualifiée par les spécialistes de cathédrale Notre-Dame du Paléolithique. Elle doit sa formidable réputation à un certain nombre d'éléments, dont évidemment sa préservation, son état de préservation exceptionnel, à la richesse de ses ornements, à leur complexité, à la maîtrise des créateurs et à l'abondance en un même lieu de temps d'illustration. Son histoire évidemment récente n'est pas banale et elle contribue aussi à sa légende. J'en rappelle quelques moments. Elle a été, je le fais rapidement, elle a été redécouverte, elle a été obstruée il y a 20 000 ans par un glissement de terrain qui fait qu'elle a été abandonnée et oubliée. Elle a été ensuite redécouverte par accident à la suite de pluies diluviennes qui ont provoqué un autre glissement de terrain en 1940. Elle a été découverte par hasard par des adolescents, par un chien que des adolescents ont suivi. Et elle a, donc en pleine guerre mondiale, elle a suscité beaucoup d'intérêt dès le départ, mais pendant 10 ans, il y a eu une grosse controverse qui pour nous est intéressante parce que la classe scientifique était très, très divisée. Une partie des scientifiques considéraient que c'était une grotte authentique et une autre partie considérait que c'était un canular.
Il a donc fallu 10 ans pour que la science décide que c'était effectivement une grotte authentique, donc de la vérité de la grotte. Et à partir de ce moment-là, donc on est en 1950, la grotte a connu un succès phénoménal qui ne s'est jamais démenti. Mais à la fin des années 50, oui, il y avait à peu près 1500 visiteurs par jour à partir des années 55, et on s'est rendu compte que cela avait un impact sur l'air, la qualité de l'air, de gaz carbonique, concentration forte de gaz carbonique qui a créé des micro-organismes, des micro-champignons qui attaquaient les pigments, etc. Donc on a fermé la grotte en 1963, et donc 23 ans après sa découverte et sa redécouverte, et ce qui a donné lieu à des manifestations publiques dans les grandes villes de France contre la fermeture de la grotte, donc la confiscation d'un patrimoine partagé qui devenait ainsi inaccessible. Donc le gouvernement français, dont le ministre des Affaires culturelles à l'époque était, des Affaires culturelles, était André Malraux, a décidé de construire un facsimilé de fermer Lascaux, mais de construire un facsimilé. Et ce facsimilé a été ouvert en 83 et a pris sous le nom de Lascaux 2. Donc, c'est à peu près 40% de la grotte qu'on a reproduit à peu près à l'identique, mais on estime qu'il y avait à peu près l'équivalent de 2 à 5 cm de jeu pour 40% de la grotte, et en particulier les sections de la grotte les plus connues, les plus célèbres. À la suite de Lascaux 2, le succès de Lascaux 2 a été tel que des gouvernements étrangers ont demandé au gouvernement français de reproduire Lascaux 2, mais en pièces détachées, de façon que l'exposition soit itinérante. Et c'est ainsi en 2012, on a créé Lascaux 3, qui est Lascaux 2, ou une partie de Lascaux 2, démontable, transportable. On dit que c'est la plus grande la première, le premier facsimilé itinérant au monde. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Lascaux 2, loin de, pour nous, ça soulève beaucoup de questions intéressantes, loin de décourager le public, a au contraire attiré le public. Et c'est Lascaux 2 est la grotte la plus visitée du monde, la grotte ornée la plus visitée du monde, et donc une fausse grotte. En 2016, le gouvernement français, la commande est passée 10 ans plus tôt, mais inaugure Lascaux 4, qui est un immense complexe et qui est donc un Lascaux 2, mais réalisé avec les moyens actuels, c'est-à-dire, alors là on dit on est au millimètre près, reproduction au millimètre près de Lascaux original. Donc voilà, et moi je visite en 2017. Alors ce qui frappe d'abord dans cette exposition muséale, c'est que tout ce qui est représenté est reproduit, et que la modalité principale qui est retenue pour donner à voir ces objets reproduits, c'est la visite guidée et contrôlée en groupe. On aurait très bien pu faire comme dans un musée ordinaire, hein, donner un audio-guide aux gens et qu'ils se promènent tout seuls. Non, non, c'est vraiment la visite guidée contrôlée. Ce choix initial de la visite guidée et contrôlée revêt deux dimensions. D'abord, celle d'un parcours effectué physiquement et ponctué d'une dizaine de stations prédéterminées qui culminent avec la célèbre salle des taureaux. Si tout est minutieusement programmé, ne serait-ce qu'à cause des questions à la fois des contraintes spatiales et temporelles, on a pourtant l'impression de déambuler naturellement à travers la grotte, de suivre un parcours lui aussi naturel en apparence et linéaire qui va donc suivre un sentier déterminé de l'entrée à la sortie, alors qu'il s'agit clairement d'un parcours organisé, générateur d'un récit et porté par lui, ce récit en même temps. Strictement minuté lui aussi, avec ses moments de relâchement, la marche et de tension, la rencontre avec les illustrations de chaque station, donc des moments savamment orchestrés pour créer des attentes et susciter une montée de l'émerveillement jusqu'au climax final, la dite salle des taureaux. Le principe du parcours est donc fondamentalement même au fondement même de la médiation. L'autre aspect majeur de cette visite, c'est qu'elle s'effectue en groupe et qu'elle repose sur des modalités agentielles que je soupçonne très finement définies elles aussi.
récemment à Montréal, on a vécu une autre expérience immersive intéressante, c'est l'Infini sur la station orbitale, la station spatiale orbitale. Et dans ce cas-là, on était aussi en groupe, mais dès le début de l'exposition, on porte un masque de vision 3D et on est séparés, ce qui fait que le groupe n'existe pas. Il n'y a pas de sentiment de groupe, ce qui est le contraire à l'ASCO. L'ASCO, on soude le groupe. Donc, le groupe est immédiatement soudé. Les visiteurs sont amenés à l'ASCO à vivre une performance, les mots sont importants, à vivre une performance en équipe selon une dramaturgie prescrite. Alors, j'emploie ces trois termes sciemment, performance, équipe et dramaturgie, non pas dans leur sens usuel, mais selon l'acception singulière que leur donnent les théoriciens de l'interactionnisme en sociologie, et plus précisément encore ce que Irving Goffman qualifie de sociologie dramaturgique. Je précise un peu, la performance ici concerne tout d'abord le rôle du guide ou de la guide dans mon cas. Donc pour Goffman, la performance inclut, je cite, toute activité d'un participant, d'un groupe, dans des circonstances données, qui sert à influencer, peu importe comment, tout membre du même groupe. Et ce qui est plus intéressant, précise Goffman, c'est que cette influence a des visées précises, puisque la performance, je cite, est un ensemble de techniques utilisées pour la réalisation dramatique des présentations de soi fondées sur des impressions et des apparences qui sont intentionnellement produites pour tromper. Et en anglais, le mot c'est mislead. L'organisation de la visite de l'ASCO 4 obéit à cette logique particulière que Richard Grusin appelle la prémédiation, dont je retiendrai ici que la dimension de prévisibilité. Prémédier, c'est en quelque sorte disposer, préparer, conditionner à une médiation à venir, et c'est exactement ce que fait le programme de la visite. Toute l'activité et toutes les consignes qui précèdent la visite de l'exposition relèvent des protocoles qu'on doit suivre lors d'une visite d'une grotte réelle. Ces consignes sont fournies au moment de l'achat, mais elles sont reprises et validées et, je dirais, personnalisées par la guide au moment où le groupe est constitué et s'apprête à se déplacer en vue de son entrée dans l'installation. Les consignes données dans un espace intermédiaire, donc une sorte de sas, qui se situe entre le hall d'entrée et le centre d'art pariétal, donc la grotte, sont les suivantes. Il fait froid dans la grotte, donc il faut bien s'habiller. Il faut rester groupé dans la grotte, marcher en file indienne dans les pas du guide, parce que c'est dangereux. Il est important d'avoir des souliers de marche antidérapants, parce que c'est glissant, et parce que le sol est accidenté, et parce qu'il est humide. Et il est interdit de prendre des photos pour ne pas nuire, ne pas altérer la qualité des représentations. On nous dit aussi de ne pas parler fort, et on comprend ensuite pourquoi, parce que la guide elle-même chuchote, ce qui crée évidemment un effet d'intimité. Ce qui m'amène au deuxième terme, équipe, que j'emprunte elle aussi aux théories interactionnistes. Ce qui est vrai du performeur individuel de la performance est aussi vrai de l'équipe, qui revêt le caractère d'une société secrète, je cite, les membres de l'équipe partageant la douce culpabilité des conspirateurs. Fin de la citation. L'équipe crée ainsi un puissant effet de réverbération et de validation des ressentis individuels. Donc, je n'irai pas plus loin dans l'application des principes des tenants de l'interactionnisme. J'évoquerai que l'effet de l'expérience partagée est ici rehaussé par l'idée du danger et par celle aussi de la fragilité présumée du lieu et de l'unicité du moment, donc du privilège de l'avoir vécu et de la satisfaction qu'on en tire. L'idée de récompense à la fois individuelle et collective, en l'occurrence. Alors, un élément qui n'est pas si anecdotique qui lui paraît, nous est révélé en cours de visite. Certaines sections de la grotte ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles pourquoi? Parce qu'elles sont dangereuses. Donc, les pragmatiques dont je suis se demanderont bien pourquoi on crée une réplique qu'on ne peut pas voir. Les équipes penseront que ces parties n'existent tout simplement pas. Mais en fait, il s'agit d'une modalité de médiation qui n'est pas négligeable et qui relève de ce que l'intermédialité qualifie d'inopacité et qu'on découvre par exemple dans un spectacle de magie. L'inopacité est un concept paradoxal. Il s'agit du spectacle d'un non-spectacle ou, pour reprendre l'exemple du spectacle de magie moderne, c'est le fait de voir qu'on ne voit pas. Et dans le cas de l'ASCO 4, voir qu'on ne voit pas
voir qu'on ne voit pas quelque chose qui existe rend encore plus vibrant et réel ce qu'on voit en bonne et due forme. Et j'emprunte ici le concept de validation tel que l'emploie Yves Landry-Rouin en intermédialité aussi. Valider, c'est pour dire les choses simplement, attester de la vérité, de la réalité, de la sincérité, donc toutes les valeurs positives qu'on attache à la médiation et à ses agents, qui relèvent évidemment des systèmes de croyance. La validation a ici pour effet de faire oublier que la grotte visitée est une reconstitution, mais sans l'occulter pour autant. C'est ça la force de la chose. J'achève, là. Et c'est dans ce paradoxe, faire oublier sans oublier, que nous plonge la visite de Lascaux 4. La validation procède d'un détournement continuellement relancé de l'attention. Et mon intuition, c'est que cette relance est elle-même programmée de façon à désamorcer toute velléité critique du public. Frédéric Tabet donc parlait ce matin du principe d'égarement de Roger Houdin, et je pense que c'est du même ordre. J'évoquerai ici rapidement deux cas très probants, et c'est ma conclusion de cette validation, et ils relèvent tous les deux du parcours lui-même. Donc, lorsqu'on sort de la grotte, on passe dans un nouveau sas, donc juste cette passe de sas, de lieu intermédiaire, un nouveau sas où la guide nous invite à rétroagir sur la visite. Et sans surprise, les visites expriment leur satisfaction et leur émerveillement, mais pas à l'égard de la formidable prouesse technique et technologique qu'est l'ASCO 4, mais à l'égard de l'art de Cro-Magnon, sa créativité, son astuce, sa maîtrise des outils, son intelligence, etc. Autrement dit, l'émerveillement, c'est pour la représentation, c'est pour l'origine qu'on ne voit pas et non pas pour ce qu'on vient de voir réellement. Je serais tenté de dire, en tout cas en fonction de cette expérience limitée que j'ai eue, que l'effet d'occultation est réussi. Un deuxième exemple fort de cette validation, et c'est mon dernier point, est donné dans la salle qui suit le sas de sortie et qui porte le nom d'atelier de Lascaux. Et dans cette salle, on peut photographier et filmer des reproductions 3D des choses qu'on a vues durant la visite. Elles sont fragmentées en installations séparées qui nous permettent, grâce aux projections vidéo, à même les objets exposés, donc qui sont aussi des écrans, de voir comment les artistes du Paléolithique ont créé les œuvres. On sait comment ils ont créé les œuvres, mais on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Il s'agit bien ici de présenter un formidable making-of, mais ce making-of est celui de l'acte créateur original, non celui des concepteurs de Lascaux 4. Alors là, on est vraiment dans l'égarement, le détournement, etc. Alors, plus subtil encore, et là c'est vraiment ma fin, et cette forme de validation plus intimiste, elle se produit dans le sas final où la guide demande au groupe, donc à l'équipe, on s'entend que c'est une équipe, de commenter son expérience. En conclusion de l'échange, en conclusion de cet échange, là où on s'exclame tous devant la beauté de ce qu'on vient de voir, la guide a dit ceci, là, je l'ai même écrit en sortant tellement ça m'a frappé. Je tiens à vous remercier de votre visite, la guide parle. Je vous en remercie personnellement. Je suis né à Montignac, qui est le village, et c'est grâce à vous, parce que vous acceptez de voir une réplique, qu'on peut garder la grotte de Lascaux vivante, maintenant et pour les générations à venir. Fin de la citation. Alors, cette déclaration est présentée comme une confession, un épanchement que la guide se permet parce qu'elle se trouve en confiance. Donc, je ne m'étendrai pas sur les dimensions de valorisation, récompense de l'usager, amplifiées par l'équipe qui agit évidemment comme une puissante chambre d'écho. Je ne sais pas non plus s'il s'agit d'une initiative spontanée de la guide ou si cela est scripté. Je ne sais pas, d'où la nécessité de retourner revivre l'expérience. Mais j'insisterai sur l'action validante de cette déclaration, elle aussi joue sur le paradoxe. Elle légitimise l'expérience vécue et élimine tout sentiment de culpabilité qui naîtrait de l'adhésion au factice. Cette déclaration relève de ce que Citon et Aloha appellent la transparentisation, c'est-à-dire qui consiste à donner une apparence de transparence à ce qui ne l'est pas. Le réflexe qu'on a en écoutant la guide est de penser que si elle est si vraie à ce moment-là, elle a été durant toute la visite. C'est en quelque sorte une contamination par la sincérité. Je vous remercie.